Là, c'est Laetitia. Quand elle avait 18 ans. Et toujours présente, Laetitia partout. Près de l'ordinateur ici, là. Et puis là, son Facebook, Forever, n'oubliez jamais, dédié aux victimes. Il ne se passe pas une journée sans que Franck Perret pense à sa fille. Peut-être même pas une heure. Partout où son regard peut se poser, dans toutes les pièces, sur tous les murs, il y a des photos de sa fille. Elle est encore dans la cuisine, qui est avec... Il y a 2 ans, Laetitia a été retrouvée morte, assassinée. Elle avait 18 ans. Laetitia, elle est à fond avec moi. Je pense trop à Laetitia. Comment on peut dire, vivre en moi. C'est un combat que je mène. Parce que c'est... faut pas que je l'oublie, je l'oublierai jamais, de toute façon, c'est clair. La disparition de sa fille avait fait la une des médias en 2011. Pendant plusieurs semaines. Toujours donc sans nouvelles de Laetitia Perret, 18 ans, portée disparue à Pornic depuis mercredi matin. Une affaire hors norme, marquée par l'arrestation d'un suspect multirécidiviste et par l'intervention polémique du président Nicolas Sarkozy, critiquant la justice dans le suivi des délinquants sexuels. C'est une faute. 2 ans après cette affaire, à quelques jours de l'ouverture du procès, l'attitude et le profil du meurtrier présumé de Laetitia restent un mystère. À l'époque des faits, Laetitia vit dans cette station balnéaire près de Nantes. Après le divorce de ses parents, à l'âge de 12 ans, elle a été placée dans une famille d'accueil. Une scolarité normale, un CAP dans la restauration, Laetitia Perret décroche en juillet 2010 un contrat d'apprentissage dans cet hôtel. 6 mois plus tard, le 18 janvier 2011, la jeune serveuse a rendez-vous à la fin de son service avec un prénommé Tony. Il a 32 ans et depuis quelque temps, il multiplie les tentatives de séduction auprès de la jeune fille. À 22 h, Laetitia monte dans sa voiture. Il l'emmène boire des verres entre Pornic et la Bernerie, dans des bars comme celui-là. Mais la soirée semble mal tournée, c'est ce qu'elle confie à l'un de ses amis, William. Il a aujourd'hui 21 ans, vit chez ses parents, et il se souvient très bien de l'appel inquiétant qu'il a reçu ce soir-là, juste avant 1 h du matin. Quand t'as été convoqué par la gendarmerie, parce que... Le lendemain, j'ai été direct à la gendarmerie. Le premier coup de fil, j'ai entendu un bruit de musique et tout. Fait, bah là, je suis à une fête et tout. Je bois de l'alcool. Je me sens pas bien. Je fais beaucoup de bêtises. Je me suis fait violer. Je regrette tout. Elle se sentait vraiment très mal. Quelques minutes plus tard, William reçoit un autre coup de téléphone de Laetitia. Deuxième appel, c'est je rentre à la maison, je mets mon portable à charger et je t'envoie un message dès que je suis chez moi. Et j'ai jamais eu de message après. Ce sera la dernière preuve de vie de Laetitia. Le lendemain, le père de la famille d'accueil de la jeune fille découvre à quelques mètres de chez lui le scooter de Laetitia, couché sur le bas-côté de la route. Le moteur tourne encore. Il se précipite alors pour prévenir sa femme. Il est 8 h du matin. Michel vient de se réveiller et elle comprend tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave. Quand je l'ai vu rentrer en courant dans la chambre en disant « Le scooter Laetitia est dehors », c'est là que ça a vraiment... C'était de tomber dans l'horreur, quoi. Parce que ses chaussures étaient par terre, à côté de son scoot. Voilà pourquoi on a dit elle s'est pas sauvée toute seule. Immédiatement, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Une quarantaine de gendarmes est mobilisée pour tenter de retrouver la jeune fille. Les environs de la station balnéaire où elle a passé sa dernière journée sont fouillés. L'hypothèse d'un enlèvement est privilégiée. Nous espérons retrouver Laetitia, vivante, morte. C'est quelque chose qu'on ne peut toujours pas savoir aujourd'hui. Nous n'avons aucun élément qui permet de le dire. En moins de 24 heures, l'homme avec lequel Laetitia a passé la soirée est identifié.
est localisé dans un village voisin. Il vit dans cette caravane, il s'appelle Tony Mellon. Il a derrière lui 11 ans de prison, 13 condamnations, et il est inscrit au fichier des agresseurs sexuels. Quelques heures après son interpellation, des traces de sang sont retrouvées dans sa voiture. Ce sont celles de Laetitia. En garde à vue, Tony Mellon avoue l'avoir tuée. Mais selon lui, c'est un accident. Après avoir passé la soirée avec elle, il aurait suivi Laetitia en voiture sur cette route, puis percuté son scooter involontairement. Dans sa version, Laetitia est morte sur le coup. Il précise aux enquêteurs qu'il a chargé le corps de sa victime dans sa voiture et qu'il l'a jeté d'un pont dans la Loire. C'est le diable qui m'a dit de faire ça, de faire disparaître les traces. Je savais que vous alliez me retrouver, je vous attendais. Sauf que la thèse de l'accident va être mise à mal par une nouvelle découverte. Dans ce hangar situé à quelques mètres de la caravane de Tony Mellon, d'autres traces de sang de Laetitia sont retrouvées, ainsi qu'une scie à métaux incendiée. La piste du meurtre et d'un corps découpé en morceaux est alors privilégiée. Tony Mellon jouerait donc au chat et à la souris avec les enquêteurs. C'est aussi la conviction de l'avocat du père de Laetitia. Dès le début de l'affaire, maître Benoît Poquet a été choqué par l'attitude du suspect. On s'est heurté à un mur, à quelqu'un qui n'a jamais souhaité participer à la manifestation de la vérité, à quelqu'un qui a même ressenti, je le crois, c'est un sentiment qui m'est personnel, mais une certaine forme de jouissance à voir les enquêteurs pendant un certain temps patiner, et qu'on ne retrouverait jamais Laetitia. Ce sont des paroles qu'il a tenues. Face à ce mutisme, la famille de Laetitia organise une marche silencieuse sur le dernier trajet emprunté par la jeune fille. Franck Perret, le père de Laetitia, est en première ligne. Tous veulent la vérité et surtout savoir où Tony Mellon a caché le corps de la jeune fille. Les recherches se concentrent sur des lieux de pêche que l'homme a l'habitude de fréquenter, et notamment sur cette ancienne carrière. 11 jours après la disparition de la jeune fille, des plongeurs retrouvent une partie du corps de Laetitia, la tête et les membres, lestés par un parpaing. Puis 2 mois plus tard, une promeneuse découvre dans un autre étang un tronc humain, la partie manquante du corps de Laetitia. L'autopsie confirme qu'elle n'est pas morte d'une chute en scooter. Elle a été étranglée. Elle a aussi été poignardée à une trentaine de reprises. Tony Mellon est poursuivi pour enlèvement suivi de mort. Pour comprendre comment Tony Mellon aurait pu commettre un tel acte, les enquêteurs se penchent sur son passé. Il a grandi dans la banlieue de Nantes, à Couëron. Ses parents se séparent alors qu'il a 4 ans. Sa mère refait sa vie avec un autre homme. Tony Mellon ne le supporte pas. Il est placé dans ce foyer car il souffre de troubles du comportement. Et dès l'adolescence, il sombre dans la délinquance. C'est ce que nous confie un de ses anciens copains de quartier que nous avons retrouvé. Vous avez fait quoi ensemble? Petit business, quoi. De shit, quand on avait besoin d'un truc, quoi, tu vois. Lui, il te ramenait tout ce qu'il voulait. S'il fallait qu'il aille se taper une maison pour te ramener ce que tu lui demandais, il y allait tout de suite. Hein. C'était un bon. Il était connu partout, quoi. Et les keufs, ils s'arrêtaient pas pour lui demander sa carte d'identité à lui. Tony Mellon multiplie les délits, enchaîne les condamnations et les séjours en prison. Trafic de stupéfiants, vol à main armée, viol collectif sur un détenu. Selon nos informations, il aurait même séquestré sa propre mère. De 16 à 31 ans, il passe les 3/4 de sa vie derrière les barreaux. À sa sortie de prison en 2010, personne ne l'attend, si ce n'est Christophe, un ancien copain de foyer. Ils se fréquentent pendant quelques semaines. Christophe en a gardé une vidéo tournée par une de ses copines. Arrête, je vais faire la bise, alors. On y voit Tony Mellon après une nuit visiblement bien arrosée. C'est le petit matin et l'ancien détenu sort une plaquette entière de résine de cannabis. Christophe
va très vite prendre ses distances car Tony Mellon aurait replongé dans le trafic de stupéfiants. Je dois lui dire quoi? Les fréquentations qu'il a eues, c'est de la drogue. C'est vrai, certes, quand il est sorti, il faisait du... Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de le fréquenter, parce que j'ai vu qu'il partait en sucette. Tony Mellon est alors un homme seul. En tant qu'ancien délinquant sexuel, il est censé être soigné, mais faute de moyens, son suivi médical n'a jamais été mis en place. Son seul point de chute, c'est sa caravane installée dans le jardin de son cousin. C'est ici que le crime aurait été commis, pendant que la famille était en vacances à la montagne. Pour la première fois, la femme de son cousin s'exprime devant une caméra. Il vivait là, c'est ça? Là-dedans, ouais. Mais la caravane était tout au fond, en fait. On s'est dit, bon, on va l'aider, quoi. Et puis on l'avait déjà hébergé une fois, ça s'était bien passé. Donc on s'est dit, bon, on va pas le laisser dans la merde. Ses cousins connaissaient son passé judiciaire, mais jamais ils n'auraient imaginé qu'il puisse un jour être accusé de meurtre. Il était bagarreur, il était voleur. Bah voilà, en fait, c'était tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Donc après, en fait, on peut pas changer une personne comme ça. C'est inimaginable, quoi. C'est tout ce qui s'est passé, c'est qu'à la télé qu'on voit ça, c'est dans les experts ou je sais pas quoi, mais autrement, non. En détention provisoire, Tony Mellon a subi un examen psychiatrique. Selon l'avocat de la famille d'accueil de Laetitia, les conclusions de cette expertise ne font aucun doute. L'homme représente un danger pour les autres. On est sur une structure de grand pervers, les experts psychiatres nous le disent, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a de considération que pour lui-même. Les autres n'existent pas vraiment, ils sont les moyens de réaliser ce que lui veut. Jamais il n'aura aucune considération pour la famille, jamais il n'aura un mot pour sa victime. Ce qui l'inquiète, c'est son avenir judiciaire, c'est tout ce qui le préoccupe. Du fond de sa cellule, Tony Mellon maintient toujours la thèse de l'accident. Nous avons joint son avocat. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il estime que ce n'est pas dans l'intérêt de son client. Fait rarissime, au procès, la mère de Tony Mellon souhaite se constituer partie civile contre son fils. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.